Chicago. 2 frères. Un empire bâti sur la cocaïne. Pedro et Margarito Flores avaient 27 ans et le contrôle absolu du marché le plus lucratif du Midwest. Des manoirs, des voitures blindées, des tigres comme animaux de compagnie, des millions chaque mois. Ils vivaient comme des rois, dans un royaume illégal. Mais tout empire a une fissure. En 2020, alors que le monde les croyait intouchables, ils ont franchi une porte que personne n'a vue venir, celle de la DEA. Ils n'y sont pas entrés menottés, ils y sont entrés équipés. Un enregistreur numérique, une mission suicidaire, un objectif, enregistrer l'homme le plus puissant du narcotrafic. Le nom était Joaquín El Chapo Guzmán. Ce qu'ils ont fait ensuite a contribué à ébranler les fondations du cartel de Sinaloa. Mais chaque trahison laisse une dette. Et le narcotrafic encaisse toujours, avec intérêt. La plupart d'entre nous héritons de choses simples de nos parents. La couleur des yeux, la démarche, peut-être une vieille collection de disques ou une dette bancaire. Mais à Little Village, à Chicago, dans la maison de la famille Flores, l'héritage était bien plus sombre. Ce n'était pas génétique, c'était un destin. L'histoire officielle dit que tout a commencé en mars 1981, lorsque les menottes métalliques se sont refermées sur les poignets de Margarito Flores père. 11 livres d'héroïne. Une épouse enceinte regardant avec horreur. Une supplication désespérée pour ne pas être humiliée. Mais la véritable histoire ne commence pas avec cette arrestation. Elle commence avec ce qui s'est passé après. Margarito père a purgé 8 ans, mais il n'est pas sorti de prison réformée. Il en est sorti avec un programme d'études. Et ses élèves étaient de ses propres fils. Alors que d'autres pères apprenaient à leurs enfants à lancer une balle, Margarito père les entraînait à se glisser dans les réservoirs d'essence, dans les compartiments du moteur, dans les entrailles des véhicules. Il leur enseignait que l'odeur de l'essence et celle de l'argent étaient une seule et même chose. Il leur apprenait la géographie, non pas avec des cartes scolaires, mais avec des routes de narcotrafic. Ici, c'est le Texas. Ici, on traverse. Ici, on se tait. Les jumeaux n'avaient pas le choix. Ils étaient des éponges absorbant un poison qu'on leur présentait comme du lait maternel. Pour eux, peser de l'héroïne sur une balance à triple fléau était aussi normal que faire leur devoir de mathématiques. Si le père était le professeur de la vieille école, leur frère aîné, Armando, était le visionnaire moderne. Armando regardait les gangs du coin, les Latin Kings, avec mépris. Il avait compris quelque chose de fondamental avant tout le monde. Le vrai pouvoir ne crie pas, le vrai pouvoir chuchote. Armando ne voulait pas être un gangster. Il voulait être un PDG. Depuis sa concession automobile la Cicero, il a montré à nos jumeaux la pièce du business. Il leur a appris à se déplacer sans tatouage visible, sans couleur de gang, sans la violence stupide qui attire la police. Il leur a donné un appartement. Il leur a dit « Ne soyez pas des hommes de rue. Soyez intelligents. » Mais dans ce milieu, l'intelligence ne fait que retarder l'inévitable. Août 1998. L'empire d'Armando s'effondre. Le FBI perquisitionne la concession. 5 ans de prison fédérale, dans n'importe quelle autre famille. Cela aurait été la fin, la panique, la dispersion. Mais souvenez-vous, les jumeaux Flores se préparaient à ce moment précis depuis 17 ans. Ils avaient 17 ans. Des adolescentes. À 17 ans, votre plus grande inquiétude devrait être le bal de promo ou l'acné. Mais lorsque le téléphone a cessé de sonner pour Armando, il a commencé à sonner pour eux. Un vide de pouvoir s'est créé. Des clients millionnaires attendant la marchandise. Des fournisseurs mexicains attendant leur paiement. Et au milieu du chaos, 2 garçons identiques ont levé la main. Non pas avec peur, mais avec la confiance de celui qui s'assoit enfin dans le fauteuil pour lequel il a été conçu. Pedro l'a dit des années plus tard, avec un sang-froid glaçant. En 1998, nous avons commencé à distribuer. Pas, nous avons essayé. Pas, nous avons testé. Nous avons commencé.
L'éducation était terminée. La remise des diplômes avait eu lieu. Et les jumeaux Flores étaient prêts à transformer l'entreprise familiale en multinationale du crime. Dans 2002, Pedro et Margarito n'étaient plus de simples trafiquants. Ils étaient ainsi des phénomènes entrepreneuriaux. Imaginez les fondateurs d'une start-up technologique de la Silicon Valley. Jeunes, ambitieux, obsédés par l'efficacité. Remplacez le logiciel par la cocaïne et vous aurez les jumeaux Flores. À 22 ans, pendant que les gens de leur âge luttaient pour payer le loyer d'un studio ou réussir leurs examens universitaires, eux vivaient comme les dirigeants d'une entreprise fantôme, flottes de voitures tierces de luxe. Propriété. Des motos. Mais le plus impressionnant n'était pas ce qu'ils dépensaient, c'était leur manière d'opérer. Sans violence inutile, sans bruit. Ils avaient transformé le trafic de Chicago en une logistique ennuyeuse et extrêmement rentable. Ils étaient les PDG du crime organisé. Ils se sentaient intouchables. Ils se sentaient maîtres du monde. Mais dans le narcotrafic, l'arrogance est le premier pas vers la tombe. L'année est 2005. Tout l'empire vacille à cause d'un mensonge. Leur intermédiaire, un homme nommé Lupe Ledesma, lance une accusation plus lourde que le plomb. 10 millions de dollars ont disparu. Lupe exige tout. L'entreprise, les routes, la vie. Les jumeaux savent que c'est un piège, qu'ils ne doivent rien. Mais Pedro commet l'erreur d'accepter une réunion pour clarifier la situation. Il n'y a pas eu de réunion. Il y a eu une embuscade. 30 hommes masqués. Des coups de crosse et brisant des dents. Des vêtements arrachés. Et soudain, le jeune dirigeant millionnaire n'est plus qu'un corps battu dans l'obscurité d'un coffre de voiture. 15 jours, 2 semaines entières. Pedro est enchaîné, affamé, déshydraté, attendant le bruit du verrou qui annoncerait son exécution. Tout le monde connaît la règle d'or au Mexique. Si le cartel t'emmène, tu deviens un fantôme. Il n'y a pas de retour. À Chicago, Margarito est en train de perdre la raison. Il sait que l'argent ne résoudra rien. Lupe veut du sang et du pouvoir. Margarito comprend que pour sauver son frère, il doit contourner les intermédiaires. Il doit parler à Dieu, ou plutôt au diable. Il fait le pari le plus dangereux de sa vie. Il monte dans un petit Cessna piloté par une adolescente en sandales et vole droit vers le cœur de la Sierra Madre. Il n'emporte pas d'armes. Il n'emporte pas de soldats. Il emporte quelque chose de bien plus puissant. Des livres de contes. Il atterrit sur une piste de terre. Des hommes armés d'équipements militaires l'encerclent. On le conduit dans un complexe caché parmi les nuages. Et là, sous une palapa, l'observant avec la curiosité de quelqu'un qui examine un insecte rare, se tient lui, Joaquín El Chapo Guzmán, l'homme le plus recherché de la planète. El Chapo le regarde de son œil paresseux et lui dit la vérité la plus terrifiante du monde. Tu sais que les gens qui montent ici ne redescendent généralement pas. Margarito ne tremble pas. Il ouvre ses registres. Il montre les chiffres. Il montre la vérité. Nous ne t'avons rien volé. Lupe te ment. Nous sommes le business. Nous sommes l'argent. Un moment d'une tension insupportable. La vie de Pedro dépend du fait qu'un capot paranoïaque croit à la comptabilité d'un gamin de Chicago. El Chapo regarde les chiffres, regarde Margarito et sourit. Cette même nuit, à des centaines de kilomètres de là, Pedro est jeté sur une route déserte. Sale, battu, mais vivant. Il trouve une clé de menotte dans sa chaussure et un message qu'il n'oubliera jamais. Ton frère t'a sauvé. Quand que les jumeaux se retrouvent, il n'y a pas de fête. Juste une étreinte et une phrase de Margarito qui scellera leur destin pour toujours. J'ai rencontré El Chapo. Et maintenant, nous travaillons pour lui. Ils n'étaient plus indépendants. Ils avaient été sauvés par le roi. Et désormais, ils appartenaient à la couronne. En mai 2005, Pedro Flores retourne à la montagne. Mais cette fois, il ne voyage pas dans un coffre de voiture. Il y va comme invité d'honneur.
Cependant, le cartel de Sinaloa a toujours une manière de te rappeler qui commande. Alors que Pedro marche vers la Réunion, il voit quelque chose qui lui glace le sang. Un homme enchaîné à un arbre. Sale, brisé, oublié. Un message silencieux. Aujourd'hui, tu es mon associé, mais demain, tu pourrais être lui. Pedro ne s'arrête pas. Il ne pose pas de questions. Il continue jusqu'à la Palapa, où El Chapo l'attend. Et là, le surréel se produit. Pedro, le garçon de Chicago, offre un cadeau au capot le plus redouté de l'histoire. Une boîte qui ressemble à du Viagra. El Chapo l'ouvre et éclate de rire. Ce ne sont pas des pilules. Ce sont des shorts en jean, une plaisanterie interne entre eux. La glace se brise. Le rire d'El Chapo résonne dans la montagne. Et à cet instant précis, la porte s'ouvre. Les jumeaux ne sont plus des trafiquants extérieurs. Ils sont entrés dans le cercle intime. Ce qui suit durant les 3 années suivantes n'a pas de précédent dans l'histoire criminelle. Oubliez l'image du vendeur de rue dans une ruelle sombre. Les jumeaux Flores ont construit la Amazone du narcotrafic. Entre 2005 et 2008, ils ont transformé Chicago en centre névralgique d'une opération continentale. Les chiffres définissent la logique. Ils ne déplaçaient pas des kilos. Ils déplaçaient des tonnes. 60 tonnes de cocaïne en 3 ans. Assez de poudre blanche pour produire 60 millions de doses individuelles. Alignée, cette drogue ferait le tour du monde. Et l'argent? L'argent a cessé d'être quelque chose que l'on compte pour devenir quelque chose que l'on pèse. 1,8 milliard de dollars renvoyés au Mexique. Des camions remplis de liquidités parcourant les autoroutes américaines, franchissant la frontière comme des touristes, disparaissant dans le désert comme de l'eau dans le sable. Pedro lui-même a admis avoir remis 800 millions de dollars en espèces directement entre les mains d'El Chapo et d'El Mayo Zambada. Imaginez cette somme. C'est le PIB d'un petit pays, déplacé en billets de 20 et de 100. Mais ce qui faisait leur génie n'était pas le volume, c'était la créativité. Pendant que la DEA cherchait dans des endroits évidents, les jumeaux cachaient la marchandise dans des cargaisons de légumes, dans des crevettes congelées, et même dans des moutons vivants. Une fois, ils ont payé 17 000 $ pour faire paître 50 véritables moutons simplement pour masquer l'odeur et la vue d'un chargement massif. Du côté mexicain, El Chapo jouait à être Dieu. Il a créé une fausse flotte d'aide humanitaire, d'immenses Boeing 747, transportant des vêtements usagés vers l'Amérique du Sud sous couvert de missions caritatives. Une façade parfaite. Mais au retour vers Mexico, ces avions ne ramenaient pas des remerciements. Ils transportaient 13 tonnes de cocaïne par vol, atterrissant dans l'aéroport principal. Sans contrôle, sans question. Corruption au plus haut niveau. Les jumeaux vivaient dans l'œil du cyclone, traitant directement avec la sainte et innocente trinité du narcotrafic. D'abord, El Chapo. Paranoïaque, difficile, imprévisible. Le génie fou. Ensuite, El Mayo Zambada, le patriarche. Calme, paternel. Il a même plaisanté avec Margarito en disant « Si vous étiez des triplés au lieu de jumeaux, nous serions déjà propriétaires du monde entier. » Et enfin, Arturo Beltrán Leiva, le requin des affaires. Peut-être moins célèbre, mais le plus létal dans la logistique. Pendant 36 mois, les jumeaux Flores ont vécu le rêve interdit. Bagues en diamant, ranchs avec des tigres et des singes, vues sur le pont de Brooklyn depuis des penthouses de luxe. Ils étaient intouchables. Ils étaient la royauté du crime. Mais il existe une loi en physique comme dans le narcotrafic. Tout ce qui monte doit redescendre. Ils étaient au sommet du monde, regardant tout le monde d'en haut. Mais ils ne se rendaient pas compte que le sol sous leurs pieds était sur le point de s'ouvrir. La guerre civile arrivait à Sinaloa. Et les jumeaux, avec leurs 60 tonnes et leurs millions, se tenaient exactement au milieu du champ de bataille. Le rêve était sur le point de devenir un cauchemar. Nous sommes en 2008, l'année où la fête s'est terminée. Pedro reçoit la nouvelle que tout homme espère entendre, sa femme est enceinte. Cela devrait être un moment de célébration, d'acheter des berceaux et de peindre des chambres.
Mais quand on travaille pour le cartel de Sinaloa, donner la vie oblige à regarder la sienne avec une honnêteté brutale. Pedro l'a dit devant le juge. J'ai commencé à penser à notre avenir, ou plutôt à l'absence d'avenir. Car le point d'équilibre, cet équilibre parfait dont ils avaient profité pendant 3 ans, s'était brisé. Les dieux du narcotrafic étaient en guerre. El Chapo et El Mayo contre les frères Beltran Leiva. Imaginez être un enfant, au milieu d'un divorce violent où les parents, au lieu d'avocats, disposent d'armées de tueurs à gages. Et chacun exige de vous une loyauté absolue. Si les jumeaux choisissaient El Chapo, les Beltran les tueraient. S'ils choisissaient les Beltran, El Chapo les chasserait. Un jeu à somme nulle. Une impasse. Margarito a vécu ce qu'il a cyniquement appelé une épiphanie spirituelle. Il a dit vouloir faire quelque chose de bien. Restons lucides. Les jumeaux Flores ne sont pas devenus des saints du jour au lendemain. Ils sont devenus stratèges. Ils ont compris que leur seule issue n'était pas de fuir, mais de détruire le jeu de l'intérieur. Octobre 2008. Ils font l'impensable. Ils contactent la DEA. Pas depuis la sécurité d'une cellule. Ils le font alors qu'ils continuent à aspirer. Ils deviennent agents doubles en temps réel. Chaque réunion, chaque appel, chaque accolade avec un capot pouvait être la dernière. Ils portaient des micros dissimulés, face à des hommes qui tuent pour un simple regard de travers. Ils ont enregistré 54 conversations, 54 occasions d'être découverts, torturés et démembrés. Mais la DEA voulait le joyau de la couronne. Ils voulaient la voix d'El Chapo. Le problème, c'est qu'El Chapo est un fantôme. Il n'utilise pas de téléphone. Il n'appelle personne. Comment forcer l'homme le plus paranoïaque du monde à parler sur une ligne ouverte? Les jumeaux ont imaginé un coup qui violait toutes les règles du narcotrafic. Un coup suicidaire. Ils reçoivent un chargement d'héroïne d'El Chapo. Marchandise premium. Puis Pedro décroche le téléphone pour se plaindre. Il appelle pour renégocier le prix de quelque chose qu'il a déjà en main. Dans ce milieu, c'est une insulte mortelle. Cracher au visage du roi, le genre d'erreur qui vous vaut une balle. Mais les jumeaux misaient sur une chose. Que l'avidité d'El Chapo dépasserait son orgueil. Que le PG voudrait conclure lui-même l'affaire. Le téléphone sonne et le fantôme répond « Amigo !» El Chapo est de bonne humeur. Pedro, le cœur probablement prêt à sortir de sa poitrine, marchande le prix. De 55 000 $ le kilo, il le fait descendre à 50 000. El Chapo accepte. Ils économisent quasi quelques milliers de dollars. Mais le coût réel est incalculable. Dans cet appel pour économiser un peu d'argent, l'homme le plus recherché de la planète offre au gouvernement des États-Unis la preuve définitive. Sa voix, son ordre, sa condamnation. Les jumeaux raccrochent. Ils viennent de remporter la partie d'échecs la plus dangereuse de l'histoire. Mais en regardant l'appareil, ils savent une chose. Ils viennent de signer l'arrêt de mort de leur père. 30 novembre 2008. Pedro et Margarito font ce que personne à leur place n'avait jamais fait. Ils marchent volontairement vers une prison fédérale. Ils laissent derrière eux les manoirs, les tigres, les Ferrari et les millions en liquide pour entrer dans une boîte de béton de 3 mètres sur 3. Leurs épouses se souviennent de cette première nuit avec une phrase qui semble contradictoire, mais qui est la vérité la plus pure de cette histoire. Cette nuit-là, dans la cellule, ils se sont sentis libres. Libres. Libres de la paranoïa, libres d'attendre la balle dans la nuque. La prison n'était pas un châtiment, c'était un refuge. Pour la première fois depuis 3 ans, ils pouvaient fermer les yeux en sachant qu'ils se réveilleraient le lendemain. Mais la liberté des fils se paierait avec la vie du père. Les jumeaux parlent aux fédéraux sans retenue. Ils démantèlent l'organisation pièce par pièce. Et au milieu de ce séisme, Margarito Flores père prend une décision incompréhensible. Il décide de retourner au Mexique. Ses fils le supplient de ne pas y aller. Les agents fédéraux l'avertissent. « Si vous traversez cette frontière, vous êtes un homme mort. » Mais le vieux Margarito, par déni, par orgueil,
ou parce qu'ils croyaient encore que les règles de l'ancienne école s'appliquaient, ignore tout le monde. Il dit avoir des affaires personnelles. Il traverse la frontière et le cartel de Sinaloa l'attend. Des jours cessent dans le silence, le genre de silence qui hurle. Finalement, on retrouve sa voiture abandonnée dans le désert de Sinaloa. Pas de corps, pas de traces de lutte, seulement un mot sur le pare-brise, au message brutalement simple. Vos fils sont sans des rats. Taisez-vous ou vous serez les prochains. Margarito Flores père ne réapparaîtra jamais. On suppose qu'il a été torturé et assassiné. L'homme qui leur avait appris à cacher la drogue dans les moteurs, celui qui les avait initiés à cette vie, a été sacrifié comme un pion dans le jeu de ses fils. Les jumeaux apprennent la nouvelle sous protection fédérale. Ils auraient pu s'arrêter. Dire « ça suffit ». Mais la douleur devient carburant. Si leur père devait mourir, sa mort aurait un prix pour le cartel. Ils ne ralentissent pas, ils accélèrent. Leurs témoignages sont dévastateurs. En 2009, puis avec une mise à jour massive en 2015, les inculpations tombent comme des bombes nucléaires. 54 accusés. La structure complète du cartel de Sinaloa exposée. Fils, frères, lieutenants, même leurs propres amis d'enfance à Chicago. Personne n'est en sécurité. Les jumeaux ne se sont pas contentés de brûler les ponts, ils ont dynamité tout le paysage. 27 janvier 2015, le jour du jugement. 7 ans ont passé dans un limbe. Ils ont désormais 33 ans. Ils se tiennent devant le juge Rubin Castillo. L'atmosphère dans la salle est si lourde. Le juge les regarde, le conflit moral inscrit sur son visage. D'un côté, deux hommes qui ont inondé les États-Unis de 60 tonnes de poison, détruisant d'innombrables familles. De l'autre, les témoins les plus précieux de l'histoire de la guerre contre la drogue. Le juge Castillo ne mâche pas ses mots. Pense pour des causes de coopération. Vous sortiriez d'ici dans un cercueil ou avec la prison à vie. Margarito s'approche du micro, la voix brisée. J'ai honte. Pedro le suit, en larmes. Merci de me donner l'opportunité de ne pas mourir en prison. Le marteau frappe. 14 ans, hein. Avec le temps déjà purgé et la bonne conduite, il serait sorti libre en moins d'une décennie. Dans la rue, on a s'appelé cela l'accord du siècle. Mais le juge Castillo leur laisse un dernier avertissement, une sentence sans date d'expiration qui les poursuivra jusqu'à leur dernier jour. Vous devrez toujours regarder par-dessus votre épaules. Chaque fois que vous démarrerez votre voiture, vous vous demanderez, va-t-elle démarrer ou exploser? Ils quittent le tribunal en sachant la vérité. Le gouvernement leur a rendu la liberté, mais le cartel leur a pris la paix pour toujours. Décembre 2018. Brooklyn, New York. Le monde retient son souffle. Dans la salle 8D se joue l'affrontement final. Pas une fusillade dans la Sierra, mais un duel de regards à 3 mètres de distance. D'un côté, Joaquín El Chapo Guzmán, le mythe, l'homme qui s'est évadé 2 fois, qui a construit des tunnels, qui a défié des gouvernements. De l'autre, Pedro Flores. Vêtu d'un uniforme bleu de prison, petit, à la voix douce, témoignant en anglais, le jury se penche en avant. Ils veulent voir l'homme qui a eu l'audace de trahir le diable. Et Pedro ne les déçoit pas. Pendant 3 heures, Pedro ouvre les entrailles du monstre. Il décrit avec une précision chirurgicale comment ils ont transformé le crime en entreprise. Il parle des trains de marchandises, des sous-marins, des entrepôts avec vue sur le pont de Brooklyn. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des mathématiques. Pedro relie 38 tonnes de cocaïne directement aux ordres d'El Chapo. La défense tente de le démolir, le traitant de rat, de menteur, de criminel. Mais ces enregistrements qu'ils ont captés en risquant leur vie en 2008 résonnent dans la salle comme un écho spectral. La voix d'El Chapo se condamnant lui-même.
Le verdict tombe comme une guillotine. Coupable. Perpétuité plus 30 ans. El Chapo n'ira pas dans une prison mexicaine d'où l'on peut s'évader dans un chariot de blanchisserie. Il est envoyé à ADX Florence, le classé, Alcatraz des Rocheuses, un tombeau de béton conçu pour enterrer les vivants. 23 heures par jour en isolement. Le roi est tombé, et ce sont les jumeaux de Chicago qui lui ont arraché la couronne. Pedro quitte la salle en sachant qu'il vient d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de son ancien patron. Mais il sait aussi que chaque mot prononcé a été noté par des sicaires encore en liberté. Après avoir purgé 85% de leur peine, les jumeaux Flores sont libérés. C'est ici que l'histoire devrait se terminer. Ils devraient disparaître, changer de visage, de nom, s'installer dans une petite ville perdue du Nebraska et prier pour que personne ne les reconnaisse. C'est ce que font les gens raisonnables sous protection des témoins. Mais les Flores n'ont jamais été conventionnels. Margarito Flores fait l'impensable. Il devient public. Il commence à donner des séminaires, de capot à éducateur. Il se tient devant des policiers, devant des agents de la DEA, dans le comté de Kane, et leur explique comment pensent les narcotrafiquants. Il détaille les routes qu'il a lui-même conçues. Ironie frôlant la folie. L'homme qui a déplacé 60 tonnes de cocaïne donne désormais des masterclass à ceux qui tentent de l'arrêter. Certains policiers l'applaudissent. D'autres le regardent avec dégoût. Personne ne peut nier son audace, ou peut-être son mépris du danger. Pendant ce temps, le passé continue de présenter l'addition. Il s'avère que le crime paie, au moins pendant un temps. En 2021, les épouses des jumeaux, Viviana et Valérie, sont arrêtées. Chef d'accusation, blanchiment d'argent. Pendant que leur mari repenti était en prison, elles dépensèrent des fortunes dissimulées. Pedro a même offert à son épouse une Bentley de 200 000 $, juste avant d'entrer en détention. Et cela mène à la question à 1 million, ou plutôt à 1 milliard. Les fédéraux ont saisi 4 millions de $. Les jumeaux ont déplacé 1,8 milliard. Faites le calcul. Quelque part, enterrés sous terre, cachés derrière de faux murs ou disséminés dans des comptes offshore, une fortune manque à l'appel. Le gouvernement le sait, les cartels le savent. Et les jumeaux, eux, se contentent de sourire. Le juge Castillo avait raison. Ils ne sont pas stupides. Ce sont des survivants. Dans une autre vie, ils auraient été des prodiges de Wall Street. Dans celle-ci, ils sont devenus les traîtres les plus efficaces de l'histoire. Ils ont accompli l'impossible. Atteindre le sommet du cartel de Sinaloa, faire tomber Joaquín, El Chapo, Guzmán et vivre pour le raconter. Mais la liberté a un goût amer quand on doit goûter sa nourriture pour vérifier qu'elle n'est pas empoisonnée. Leur père est mort. Leurs anciens associés les veulent à mort. Et chaque matin, au réveil, ils doivent se rappeler que la peine de prison est terminée, mais que la sentence du cartel est à vie. Ils ont choisi de survivre. Et désormais, ils vivent dans une prison sans barreaux, attendant le jour où le passé finira par les rattraper.